Bonjour, bienvenue une fois de plus à l'atelier. J'ai ressorti ma belle couverture suisse à la fin de l'hiver pour vous présenter cette magnifique carabine unique F11 en calibre 22. Donc merci à un de nos spectateurs qui a proposé cette arme. Cette personne a voulu rester anonyme. Donc si vous regardez, merci une fois de plus pour l'avoir mis à disposition. Ça m'a permis de la démonter et de tirer avec. Donc de quoi s'agit-il? Alors en fait, il s'agit d'une carabine unique X51 bis, très connue dans le monde du tir francophone. Je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter. Elle est très connue. Maintenant, elle rentre un peu dans la nostalgie populaire du tir. Moi, j'ai commencé à tirer avec quand j'étais gamin. Et donc, c'est bien sûr une carabine qui est très robuste, très fiable, très facile à entretenir. Et c'est une base logique pour établir une arme, disons, de forme réglementaire pour le tir civil. Ce n'était pas quelque chose qui s'était beaucoup fait à l'époque, c'était plutôt le domaine des Américains, avec les Ruger 10-22. Erma en Allemagne en a fait quelques-uns, la carabine M1 en 22, et aussi il y avait toute la gamme de Army Jäger. Mais en France, c'était pas vraiment, voilà, c'est pas quelque chose qui se faisait couramment, et sans doute qu'il n'y avait pas vraiment un besoin pour de tels produits. Mais donc, il s'agit de cette carabine avec les garnitures externes du nouveau fusil à l'époque, du FAMAS, donc ici du F1. Cette carabine semble avoir fait sa apparition vers 1883, de ce que j'ai pu déterminer. Il y a un premier article dans la Gazette des Armes en 82 qui traite du prototype, donc ils sont très enthousiastes. Et un an après, à peu près, il y a un deuxième article qui donne un aperçu plus approfondi, une évaluation au tir, etc. Et qui annonce aussi que, à l'heure de publication, cette carabine devrait rentrer sur le marché, donc en 83. Et le nombre fabriqué, ça reste un peu nébuleux. Je trouve systématiquement dans tous les articles que j'ai trouvés qui disent à peu près 1000, mais le nombre exact, j'ai aucune idée. Ça me semble un peu surprenant, honnêtement, que seulement 1000 ont été produits. C'était à une époque où le FAMAS commence vraiment à être distribué en grand nombre aux troupes. Donc, pour moi, ce serait naturel que disons, les tireurs dans le secteur civil seraient aussi contents de pouvoir mettre leurs mains sur une version en 22. Donc, pour moi, je pense que ça serait vendu comme des petits pains, mais apparemment, à l'époque aussi, unique, avec quelques difficultés financières. Donc, peut-être qu'ils ont fait juste une petite série pour voir comment ça marchait. Et je ne sais pas si, en fait, elle a bien vendu ou pas. Mais en tout cas, de nos jours, il n'en reste pas beaucoup. Ce n'est pas une fonction de la robustesse du mécanisme. On va le démonter plus tard, donc je pourrais vous montrer ça. Mais c'est plutôt au niveau des garnitures. Donc, c'est tout fait en plastique, mais ce n'est pas le plastique ou le polymère renforcé avec des fibres qu'on retrouve sur l'arme réglementaire. Ici, c'est juste un plastique relativement fragile et relativement flexible. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'usure au niveau des garnitures et je suppose que en fait, des pièces de rechange en ce qui concerne les parties externes, l'accès c'était sans doute assez limité. Ce que j'ai aussi vu mentionner plusieurs fois, c'est que hors les tireurs civils, il y a aussi un grand nombre qui sont allés ou qui ont été achetés par des fêtes foraines, donc pour être utilisés dans les fêtes foraines. Et là, j'imagine que ouais, c'était manipulé par tout le monde, par les gosses, et que oui, à suite de ces manipulations sans doute assez sauvages, il y a eu beaucoup de casse, et donc en fait, il n'en reste plus beaucoup de nos jours. Sa silhouette est très ressemblante naturellement au fusil réglementaire. Même le canon ici reprend des formes
du fusil réglementaire, le cache-flamme. Nous avons ici les bagues d'ajustement. La bague ici, on peut la déplacer, mais il y a une vis ici, donc elle n'est pas coulissante comme le modèle réglementaire pour ajuster la portée des grenades. Ensuite, le bipied, il ressemble au modèle d'origine, mais ce n'est pas comme le modèle réglementaire où il faut simplement tirer dessus et le faire basculer pour le remettre en position. Ici, en fait, il y a deux crans et ils sont retenus par des bagues molletées. Donc, il faut dévisser et revisser à chaque fois. Au début, je n'avais pas pigé et j'ai commencé à bouger. J'ai essayé de tirer et bouger vers faire basculer vers le bas. Je me suis dit, oh, il y a un autre système. Heureusement, je n'ai pas trop insisté parce que je pense que c'était aussi ici un point assez fragile où, par exemple, aux fêtes foraines, les enfants tiraient dessus et puis que ça se cassait assez facilement. Donc ça, il faut juste s'en souvenir. Pour mettre une sangle, c'est exactement le même système que le système réglementaire. Et donc, ici, le levier de sûreté est exactement le même. Donc, on peut le déporter à droite ou à gauche. Pour le mode semi-auto, il n'y a pas de full auto. Malheureusement, la pièce de crosse ici est une seule pièce en plastique. L'appui-joue n'est pas démontable, donc on ne peut pas changer le système pour droitier ou gaucher. La plaque de couche ici est aussi en plastique, donc pas de caoutchouc. Et pour monter les sangles, c'est deux fentes ici qui sont intégrales. Et bien sûr, pas de sélecteur de boîtier pour le tir en rafale ou en full auto. Le chargeur ici est aussi d'une pièce. Nous avons le levier de chargeur ici derrière. Et le chargeur est un chargeur de 10 coups. Ceci à cause de la législation d'époque. Donc il est conçu pour 10 cartouches. C'est pas qu'il est bloqué, comme est parfois dit dans certains articles. Et il doit seulement être aussi long puisqu'il doit remonter l'intérieur du mécanisme pour entrer dans le boîtier qui est caché à l'intérieur. Donc je pense qu'il aurait sans doute une capacité de maximum 20, mais je pense peut-être 18 cartouches s'il était conçu. Enfin, si on utilisait pleinement le volume disponible. Regardons un peu les organes de visée qui reprennent en fait assez fidèlement le modèle réglementaire. À l'avant, nous avons une lame ressort en guise de guidon, comme le vrai. Cette lame est sollicitée dans une direction et il y a une vis qui permet de pousser ou de relâcher cette lame vers sa position d'origine pour ajuster la dérive. Et à l'arrière, nous avons l'œilleton réglementaire avec ses différentes ouvertures suivant la luminosité et aussi un œilleton ici de précision tout petit. Et on peut ajuster la hauteur avec un bouton qui est là-dessous, on regardera après. Ce bouton est numéroté de 1 à 6, comme je suppose que c'est en fait la même pièce que l'œilleton réglementaire. Malheureusement, ça ne correspond pas à des distances particulières. C'est aussi indiqué dans la notice. Et il faut juste ajuster selon le groupement sur le carton. Et donc voilà, ça aurait été mieux si on avait, je sais pas, des distances de 50 mètres pour pouvoir ajuster. Et entre les deux ici, il n'y a rien. Si on compare ça avec le modèle réglementaire, ici, nous avons en plus la hausse fixe pour le tir de nuit et aussi nous avons la hausse pour le tir de grenade directe. Et bien sûr, comme j'ai indiqué, celui-ci c'est en polymère renforcé, c'est extrêmement solide, j'ai jamais vu un de ces trucs cassés. Au contraire de celui-ci qui est en plastique assez flexible. Le problème avec ce plastique, c'est qu'en plus, quand on déploie le bipied, en fait, il y a tellement de flexion ici que malheureusement, c'est pas très stable. Alors maintenant, on va faire un petit démontage. On va d'abord enlever la crosse. Comme l'origine, il faut simplement enlever les deux goupilles ici pour démonter. Vous savez que c'est sous tension ici. Hop, on va enlever. Voilà, donc ça c'est une seule pièce, comme j'avais dit. C'est en plastique assez épais. Donc là, je pense qu'il y avait peu de chances que ça casse, même en fête foraine. Ensuite, pièce garde-main.
comme à l'origine, on fait coulisser vers l'avant et on enlève. Et ensuite, on va enlever cette partie dessous, la poignée sous-garde. Ça, c'est une pièce sur le vrai FAMAS qu'on ne peut pas enlever, sauf en armurerie. Celui-là, il faut juste faire coulisser. D'abord, il faut que j'enlève la tringle, la détente, et on enlève. Donc ça reprend exactement les formes du système réglementaire que je ne peux pas vous faire voir puisque je ne peux pas l'enlever. On a le camembert de sûreté, ici, et la tringle jusqu'à la détente. Donc elle est crochetée sur cette goupille ici. Donc elle n'est pas sous tension comme le système du FAMAS, mais ça donne une détente malgré tout assez raisonnable. Et voici en fait le cœur de la bête de la carabine. Donc on a ici l'emblème de Unique et de l'autre côté nous avons Unique F1. Donc il s'agit bien d'un boîtier particulier. Donc il a des usinages spécifiques à la carabine F1. Et là on peut démonter encore plus. On va chasser cette goupille et on peut enlever cette portion inférieure du mécanisme. Donc ici, on peut comparer au système réglementaire. Donc comme on voit, ça reste assez fidèle, aussi proche que possible, en enlevant des parties qui ne sont pas nécessaires. Alors sur la F11, le canon n'est pas flottant, au contraire du FAMAS qui, lui, le canon est flottant jusqu'au boîtier. Donc ici, c'est une gaine, un manchon autour, sinon le canon est flottant à l'intérieur. Quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire pour une 22. Et nous avons ici le levier d'armement, qui est lui en polymère et captif. Et ceci vient en appui sur la culasse pour rearmer. Et ceci exactement comme la carabine X51. Cette tringle ici avec son ressort, c'est simplement pour introduire un peu de tension dans le boîtier et la crosse pour que ce soit bien rigide. Donc c'est la seule fonction de celui-ci. Et ici, ce poussoir est en fait relié au chien, ici, et ça fait en soi qu'en fait, en absence de la crosse, même si c'est monté dans le mécanisme, eh bien, on ne peut pas tirer. Donc, même si le chien est en position armée ici, il n'y a aucune tension sur le ressort du chien. Donc, on ne peut pas tirer sans que la crosse soit en place. Je ne sais pas si c'est une fonction, ce n'est pas mentionné dans la notice comme étant une sûreté supplémentaire. Donc, je ne sais pas. Ensuite, nous avons une sûreté de chargeur, quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc, s'il n'y a pas de chargeur, en fait, la détente est bloquée. Et donc, ensuite, nous avons la culasse qui s'enlève comme sur la carabine civile avec le ressort récupérateur. Donc ici, il y a des usinages particuliers. Donc, il y a des trous pour le montage des goupilles. La sûreté de la carabine disparaît puisqu'elle n'est pas accessible. Et donc, je vais juste comparer ça avec la carabine X51. Donc là, on a le poussoir pour actionner la culasse au lieu d'avoir le levier ici. On n'a aussi pas de bouton pour libérer le chargeur. On a ici cette pédale. Il n'y a aussi pas de système assez unique à ces carabines qui permet de désolidariser l'arrêtoire de culasse, donc qui permet de changer la carabine en coup par coup ou en semi-auto. Donc ça c'est parti, c'est plus là. Et voilà, sûreté comme j'ai dit,
elle disparaît. Donc on va juste le démonter un peu plus. Hop. Voir le reste. On vous dit, le reste est quasiment identique. Je crois que même la culasse est identique en toutes pièces. Là, on voit le ressort pour le chien. Donc ici, il est bien sûr supporté par la carcasse de la crosse. Et pour l'enlever, c'est exactement la même chose. Ressort récupérateur avec sa tringle ici. Alors ici, notez que c'est moi. J'ai enlevé la sûreté des chargeurs parce que j'ai horreur de ces trucs. Il y a plus d'accidents avec ça que sans. Et voilà, donc sinon, c'est exactement le même. J'ai vu sur des forums des discussions au sujet de transformer des carabines X51 bis en version, en copie de F11 en utilisant des pièces de FAMAS Airsoft. Je ne sais pas si... J'ai pas vu de résultats, donc je ne sais pas si ça a vu jour quelque part ou si ça s'avère trop difficile. Je suppose qu'en fait, l'adaptation des pièces plastiques des Airsoft n'est pas si facile. Mais nous vivons maintenant dans l'ère de l'impression 3D, donc peut-être que ça se pourrait se faire, peut-être en reprenant des pièces du F11 et les pièces plastiques et les adapter pour un FAMAS civil. Donc, qui sait. Si quelqu'un est tenté, eh ben, allez-y, je pense que ça se vendrait très très bien en fait, une nouvelle version du FAMAS en 22. Pendant qu'on y est, encore un petit aperçu des organes de visée. Voici la lame de guidon, c'est une lame ressort qui a tendance à aller vers la gauche, on va dire. Et donc avec cette vis, on peut la pousser vers la droite. Il y a quelques crans ici de référence pour s'orienter un peu. Et lorsqu'on dévisse la vis, eh bien, la lame a tendance à coulisser vers la gauche. Et à l'arrière, nous avons le système d'œilleton, quasiment identique à celui réglementaire. Et nous avons donc cette petite roulette ici qui est verrouillée en position avec cette petite détente ici. Et ça permet donc de bouger cette roue numérotée de 1 à 6. Je suppose que c'est en fait la même pièce que celle dans le fusil réglementaire. Et malheureusement, ces numéros ne correspondent à aucune distance particulière. Sur le vrai, oui, mais sur la carabine 22, non. Donc, il faut juste ajuster ça au tir. Assez parlé, direction stand. Stand, weil Victor gut. Vorher liegt 15 Meter wahrscheinlich. Ja, besser. Und dann geht noch eine Paket, ja. Ja, lieber meine.
snelle pe cabla pus și se ne așa. Nu vedete. Ciao, resti sto aiuto quello così. Zde nic si neporadí, nemám nič bomu. Bo mi v głowę szumi narka. Ah, Așa, era. Alors, comme vous avez vu, c'est une carabine extrêmement fiable et très très précise, je dois dire. C'était seulement à 25 mètres, mais c'est une 22, donc ce serait 25, 50 mètres, 100 mètres. Même que j'ai entendu certaines personnes qui ont tiré sur des gongs jusqu'à 200 mètres, sans aucun problème. Donc, elle a la capacité d'être très précise. Elle a consommé toutes les munitions que je lui ai proposées. J'ai amené toute une panoplie de ce type et aussi de qualité. Donc la Minimag à tête creuse jusqu'au Top Shot. J'ai de la Remington Thunderbolt aussi qui est horrible. Oui, les groupements ont changé, mais l'alimentation n'a pas souffert et puis c'est pas vraiment surprenant. La carabine d'origine est très très fiable de toute façon. Il y a eu le meilleur groupe que j'ai présenté donc, sur le BPA, c'était avec une boîte de munitions de compétition. J'en avais qu'une et j'ai oublié le nom et j'ai largué la boîte. En tout cas, clairement, comme beaucoup d'armes de petit calibre, il y a une certaine cartouche qui donne une précision bien supérieure à la moyenne. Donc voilà, c'est comme ça. Comme j'ai dit, c'est dommage qu'il y en a si peu maintenant. Je pense que de nos jours, c'est peut-être difficile de justifier une production commerciale à nouveau. Il y a beaucoup de modèles Airsoft pour les gens qui veulent juste s'amuser sans problème de législation. La chose à la rigueur, comme j'ai mentionné avant, c'était peut-être avec l'impression 3D, peut-être qu'on pourrait redévelopper un kit de transformation, peut-être pas pour les carabines X51, mais par exemple la Ruger 1022 qu'on trouve partout. Ce serait peut-être une bonne base pour un kit, pour le mettre, pour le bullpupiser. Peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, mais ce serait peut-être une solution au lieu d'essayer de reproduire cette F11. Et voilà, le seul problème ou bémol que j'ai avec cette carabine, c'est l'insertion du chargeur. C'est vraiment pas très pratique puisqu'il faut toujours appuyer sur cette pédale ici en même temps que l'insertion, sinon ça ne rentre pas puisque ça bloque complètement, enfin pas complètement, mais ça bloque partiellement l'entrée du boîtier. Donc il faut essayer d'avoir ce mouvement un peu bizarre avec les deux doigts et le pouce. Et aussi il y a un espace entre le boîtier et la carcasse du chargeur plastique ici. C'est-à-dire que si le chargeur n'est pas aligné, ben, ça va buter contre l'ouverture, la bouche de la carcasse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire un changement rapide. Chaque fois, il faut laborieusement extraire le chargeur et ensuite tirer et ensuite appuyer et espérer que c'est bien aligné. Et voilà, ça y va. Sinon, voilà, ça bute et voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose pour la compétition tactique, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste le seul truc que vraiment on le dit, là ils auraient pu quand même faire, ils auraient pu faire mieux. Sinon, apparemment, comme je dis, les garnitures ici sont assez fragiles, mais bon, il faut quand même prendre soin de ces armes pour pas que ça casse. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Je remercie encore une fois la personne qui m'a permis de vous présenter cette arme et de la démonter et de tirer avec. Et pour ceux qui
connaissent pas la législation suisse sur les armes, en fait, il n'y a pas de concept de prêt. Donc, sans avoir le propriétaire avec moi, je ne peux pas vous présenter cette arme sans qu'elle soit en fait à mon nom. Donc, je prends légalement possession de l'arme et ensuite, donc il n'y a pas de transaction financière, ça n'a rien à voir avec la législation. Donc, je prends possession légalement avec les papiers de l'arme et une fois que j'ai fini, je la retransfère au propriétaire, dans ce cas par l'intermédiaire de Munitionsdepot. Et donc voilà, c'est assez laborieux, c'est pour ça qu'en fait on présente rarement les armes qui ne nous appartiennent pas, puisque il y a toute la paperasse à faire à chaque fois qu'on veut nous prêter quelque chose, même si c'est pour 10 minutes ou le temps nécessaire pour filmer quelque chose. En tout cas, merci encore une fois, merci pour votre attention, et puis on se retrouvera donc très prochainement, soit à nouveau à l'atelier ou au stand. À plus!